Bienvenue dans Idées au carré, le podcast qui va à la rencontre des idées et qui font le monde de demain. Ce podcast est diffusé par Square, groupe de conseil en stratégie et organisation. Pendant 10 minutes, nous décortiquons un sujet d'actualité avec notre invité, un ou une consultante Square, expert sur le sujet. Aujourd'hui, nous recevons Jennifer Abouba Attal du domaine d'excellence innovation pour parler des Personal Finance Managers. Bonjour Jennifer. Bonjour François. Tout d'abord, merci d'avoir accepté l'invitation. Et pour commencer ce podcast, c'est quoi la Personal Finance Manager ? Alors, un outil de Personal Finance Manager, c'est un outil de gestion des finances personnelles. Donc à l'origine, il s'agissait d'abord de proposer des fonctionnalités d'agrégation et de catégorisation des dépenses, donc pour les clients multibancarisés, de visualiser tous leurs comptes sur une même interface. Petit à petit, de nouvelles fonctionnalités ont commencé à apparaître et le marché de la PFM a évolué vers le coaching financier. Et aujourd'hui, qui propose cet outil de Personal Finance Manager ou PFM à ses clients et quels exemples connaît-on sur le marché ? Si on observe la structure de ce marché, il se découpe en plusieurs grandes catégories d'acteurs. Donc on a d'abord les banques traditionnelles, Société Générale, BNP, Crédit Mutuel, qui ont généralisé les fonctionnalités d'agrégation et de catégorisation, mais très peu dépassent ces fonctionnalités de base. Ensuite, les banques en ligne et les néobanques, donc Hello Bank, N26, Revolut, qui sont les plus nombreuses à proposer des fonctionnalités innovantes de type coaching. Et enfin, les fintech, donc Linkso, Bankin, qui ont surtout développé des applications dédiées, à l'origine souvent de simples agrégateurs, mais qui ont rapidement enrichi leur contenu et cherchent maintenant à proposer une offre intégrant des services bancaires. D'accord. Et si c'est un mot qui reste barbare pour certains, la PFM est bien de plus en plus présente autour de nous. Tout à fait, et c'est intéressant de le souligner. Ce marché suit une croissance exponentielle. D'après Allied Market Research, le marché global de la PFM qui atteignait 795 millions de dollars en 2016 devrait atteindre 1,2 milliard de dollars d'ici 2023. Effectivement. Quel bénéfice pour nous, consommateurs, que ce soit aujourd'hui ou dans un futur proche ? L'étude publiée par Square en 2020 montre que l'appétence est plus forte chez les multibancarisés. Donc au départ, les bénéfices recherchés par les utilisateurs étaient clairs, simplifier la gestion quotidienne. Ensuite, les applications se sont enrichies avec des fonctionnalités diverses, ouvrir un compte, fixer, modifier des plafonds, chatter ou prendre rendez-vous avec un conseiller, souscrire un prêt. Aujourd'hui, la PFM est devenue un vrai partenaire du quotidien, étant même vers le coaching financier. Très bien, donc ça c'est pour aujourd'hui. Et pour demain alors ? Demain, clairement, c'est l'hyper-personnalisation qui sera au cœur de ce marché, avec un objectif majeur, être au plus près de l'utilisateur. La recommandation tend également à évoluer vers l'exécution automatique. Certaines applications le permettent déjà, je pense notamment au mécanisme d'épargne automatique proposé par Bruno en France ou Chip au UK. Et donc la PFM, cet outil de gestion des finances, repose sur la récolte et l'exploitation de données. On entend parler également d'intelligence artificielle. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? En effet, de plus en plus d'applications de PFM intègrent de l'intelligence artificielle. Donc concrètement, cela veut dire qu'elles intègrent de l'apprentissage statistique, c'est-à-dire des algorithmes capables d'apprendre à partir des milliers de données qui sont disponibles pour pouvoir faire des recommandations ciblées. Assez communément, ces recommandations sont appelées insights. Et ces insights dont tu parles, à quoi peuvent-ils servir exactement ? Alors cela permet par exemple d'envoyer des alertes sur le rythme anormalement élevé des dépenses, sur un risque de découvert ou de surplus de trésorerie, ou encore faire un rappel sur le contenu des assurances rattachées à la carte bancaire de l'utilisateur quand il loue une voiture ou un forfait de ski. Très clair. Et comment s'assure-t-on que les insights ne sont pas intrusifs et bel et bien pertinents pour le client ? Les utilisateurs peuvent attribuer une note à l'information ou la recommandation donnée, ce qui permet à l'algorithme de préciser et personnaliser toujours davantage les insights et leur fréquence. Finalement, intégrer de l'IA permet donc notamment d'être dans un processus d'amélioration continue. Dans ton article, tu parles d'un côté, de l'attente d'une certaine partie de la population qui est en forte demande de nouveaux services intelligents, et de l'autre, d'une certaine méfiance d'une encore plus grande partie des Français. Comment expliques-tu ce fossé ? Les résultats de l'étude Square le montrent bien. Ce sont les jeunes et les plus diplômés qui ont l'appétence la plus forte pour la PFM. Mais en fait, la majorité des Français ne connaissent même pas ce terme. Une étude récemment publiée par Forbes souligne qu'en France, l'IA souffre d'un problème d'image, mais aussi de méconnaissance et d'incompréhension du grand public. Les consommateurs ne saisissent pas pleinement les apports concrets de l'IA et ils peinent encore à accepter le rôle que prennent les machines. Et pourtant, toi, tu es convaincu par ailleurs que l'intelligence artificielle va pénétrer les habitudes des Français. Comment l'expliques-tu ? Pour moi, cela reste vraiment une question de temps. Si les clients sont encore méfiants, leurs exigences et leurs attentes croissent fortement par ailleurs. Pour répondre à ces nouvelles contraintes d'immédiateté, d'hyper-disponibilité, d'hyper-personnalisation, il faudra bien passer par l'IA. Et d'ailleurs, si on fait un parallèle avec le commerce en ligne, il n'y a encore pas si longtemps, les internautes hésitaient à renseigner leur numéro de carte bancaire, C'est vrai. et regarde comme il s'est généralisé maintenant, la méfiance a laissé place à la convenance. Et de la même façon, j'en suis convaincu, l'IA s'imposera dans les modes de vie. Très bien. Donc ça, c'est pour les consommateurs. Et maintenant, quel bénéfice une banque ou une assurance aurait-elle à investir dans des solutions d'intelligence artificielle ?
Les exemples de succès commencent à se multiplier. Par exemple, au Canada, quand la banque RBC a lancé son application Nomi Budget en 2019, plus de 230 000 budgets ont été mis en place en un mois. À ce jour, plusieurs centaines de millions d'insights ont été fournis aux clients RBC qui confirment avoir réalisé des économies significatives. Donc ça, c'est à l'étranger. Et a-t-on des exemples en France? Tout à fait. Alors en France, peu d'acteurs se sont déjà lancés sur ce segment, mais on peut quand même souligner l'expérience d'AXA Bank, qui a lancé une refonte de son application en 2019 et notamment décidé d'intégrer des insights en partenariat avec la startup Personetics. Justement, le site MindFintech vient de publier une interview de Nicolas Jean, le directeur de la distribution omnicanal, qui fait le bilan de ce lancement. Et Mhm. pour lui, le succès est au rendez-vous avec notamment deux indicateurs en forte croissance, le trafic et la fréquence de connexion. Qui sont effectivement deux KPI très importants d'un point de vue marketing. Tout à fait. Il souligne également que les insights sont lus à 80% et que les clients actifs se connectent entre 3 et 4 fois par semaine contre 2 à 3 fois auparavant. Et puis la note de l'application s'est fortement améliorée en passant de 1,9 sur 5 sur iOS en 2017 à 4,2 aujourd'hui. Donc plein d'avantages. Mais en résumé, qu'est-ce qu'une banque peut attendre d'une PFM? Pour moi, les bénéfices sont clairs. D'abord, il s'agit de fidéliser la clientèle en apportant un service hyper personnalisé et en se différenciant. La banque n'est plus simplement dans un rapport commercial, elle devient un partenaire du quotidien. Mais surtout, rapidement, l'IA permet de faire du cross-selling et de l'upselling en recommandant des produits diversifiés et toujours ciblés avec précision. Des prêts, de l'assurance, de l'épargne. D'accord. Et que conseillerais-tu à tous les managers de banque et d'assurance qui nous écoutent et qui sont convaincus de l'apport de l'intelligence artificielle dans l'expérience client et qui aimeraient initier une démarche ou un projet chez eux? D'abord, proposer un parcours client le plus fluide possible et mettre l'accent sur l'expérience utilisateur. Je pense notamment à l'importance de l'instantanéité. Ensuite, il est essentiel d'avoir une démarche progressive, donc d'abord une catégorisation automatique efficace et un panel de fonctionnalités de base, puis des insights avant tout sous la forme de recommandations et de conseils. Les propositions commerciales suivent une fois que les utilisateurs ont pu apprécier les bénéfices du coaching. Enfin, les fonctionnalités d'opération automatique ne seront intégrées qu'une fois que la confiance est installée. Donc si je peux résumer, d'abord miser sur le parcours client pour assurer la fluidité et booster l'expérience client. Ensuite, opter pour une démarche progressive, catégorisation, fonctionnalités de base, recommandations, et enfin, les opérations automatisées. Tout à fait. Par ailleurs, il est essentiel de garder à l'esprit que les projets d'IA contiennent de nombreux aléas techniques tels que les biais de conception. Je pense par exemple à la discrimination. J'imagine que tu parles notamment du scandale Microsoft et de son chatbot Twitter Tai en 2016. Exactement. Ces projets comportent aussi des incertitudes économiques. La valeur d'utilité perçue est variable et la valeur avérée est difficilement prévisible. Et pour clôturer ce podcast, qu'est-ce que tu pourrais nous proposer pour approfondir le sujet et finir de le mettre au carré? Un livre, une vidéo ou un autre podcast? Pour aller plus loin, si le sujet vous intéresse, il y a bien sûr l'étude Square publiée en janvier 2020 qui dresse un état des lieux complet en France, en Belgique, au Luxembourg et qui livre une analyse particulièrement intéressante en intégrant également des avis d'experts. Mais vous pouvez également vous pencher sur les études du site MindFintech qui porte sur le marché français de la PFM. Depuis 2017, il publie chaque année une analyse qui permet notamment de suivre et de constater l'évolution du marché. Super, merci beaucoup. Merci François. Retrouvez l'article de notre invité Jennifer Abouba Attal, Comment l'intelligence artificielle va pénétrer les habitudes des Français, sur le site de revuebank.fr ou sur le blog Square intitulé Square Insight. C'était Idée au carré, merci de nous avoir écoutés, n'hésitez pas à commenter, partager et liker ce podcast s'il vous a plu. On se retrouve très vite pour un nouvel échange.